Ils pleuraient devant les caméras. Ils suppliaient qu'on leur vienne en aide, se tenant par la main et montrant des photos de leur petite fille. Sur les écrans, ils ressemblaient aux personnes les plus malheureuses du monde. Et toute la ville les croyait. Des centaines de bénévoles ratissaient les champs. Des policiers avec des chiens vérifiaient les bois et les granges abandonnées. Dans les écoles, on collectait des dons pour imprimer de nouveaux tracts. Sur chacun d'eux, le sourire d'Elisa, une fillette aux longs cheveux blonds et aux taches de rousseur sur le nez. Il semblait que tout Meerbeke ne respirait que pour une chose, la retrouver. Mais la vérité était là, tout ce temps, tout près, dans cette même maison où les parents donnaient des interviews et recevaient des paroles de soutien. Dans la chambre où se trouvait leur lit conjugal, Elisa se trouvait juste en dessous, 16 octobre 2007, matin du 4e jour de recherche. Un groupe d'enquêteurs entre à nouveau dans la maison familiale. Officiellement, ils y étaient déjà venus, et plus d'une fois. Mais l'absence de la moindre preuve à l'extérieur les avait contraints à revenir à l'intérieur. Au premier regard, la chambre des parents était parfaitement propre. Couverture bien tirée, oreiller soigneusement plié, odeur familière de lessive. Mais l'un des officiers s'arrêta. Dans l'air, on sentait un arrière-goût étrange. Dans son rapport, il écrira plus tard seulement 3 mots. Faible odeur douceâtre. Le sergent se pencha et regarda sous le lit. À cette seconde, les recherches prirent fin. Là, enveloppée dans une vieille couverture rayée, gisait Elisa. Toute cette douleur de 4 jours de la ville, les chiens, les bénévoles, les caméras de télévision, les larmes des parents, auraient pu être arrêtées dès la première nuit. Parce que la fillette n'avait disparu nulle part. Elle se trouvait tout ce temps ici, dans sa propre chambre. À partir de ce moment, la déclaration de disparition cessa d'exister. Devant les enquêteurs se trouvait une nouvelle affaire, l'affaire de la mort d'Elisa, 9 ans, qui détruirait l'illusion d'une famille parfaite et révélerait un terrible secret derrière une porte fermée. Pour comprendre comment cela s'était produit, il faut revenir 4 jours en arrière, à ce moment où rien ne présageait encore la tragédie. Jusqu'au 12 octobre 2007, la famille Peters-Verlinden vivait comme des dizaines d'autres familles dans la petite ville belge de Meerbeke. De l'extérieur, tout paraissait habituel, même ennuyeux. Mais c'est précisément dans cette normalité que se cachait le point de départ à partir duquel on commencerait ensuite à compter les minutes. La maison familiale se dressait rue Kerkstraat, au numéro 14. Une maison de ville en briques à 2 étages, avec une façade étroite et des rideaux soignés aux fenêtres. Au rez-de-chaussée, un salon avec un canapé sombre et une vieille télévision. À côté, une cuisine qui sentait presque toujours le café et le pain grillé. Au premier, 2 chambres. La grande chambre conjugale et la petite chambre d'enfant. Derrière la maison, une minuscule cour avec une balançoire en bois qui grinçait au vent. Tout paraissait si banal qu'il était difficile de croire que c'est précisément ici que dans quelques jours, on trouverait le corps de la fillette. La famille se composait de 3 personnes. Annelies Verlinden, la mère. Une femme de 33 ans, elle travaillait comme infirmière dans la clinique locale. Elle avait un sourire discret, un peu fatigué, et l'habitude de rassembler ses cheveux en chignon négligé. Les connaissances parlaient en d'elle comme d'une personne bonne et douce, bien que ceux qui la connaissaient de mieux évoquèrent sa dépendance maladive envers son mari. Luc Peters, le beau-père. Il avait 37 ans. Il travaillait comme chauffeur dans un entrepôt de la ville voisine. Grand, costaud, avec une voix forte et l'habitude de commander à la maison. Il aimait le football et la bière le soir, et avec les voisins, il était plutôt réservé qu'amical. Aux yeux de son entourage, il ressemblait à un travailleur ordinaire, rien de suspect ne lui était reproché. Et enfin, Elisa. Une fillette au sourire ouvert, avec un petit sac à dos rose qu'elle portait à l'école. Elle aimait dessiner avec des feutres sur la table de cuisine
et se trouvait constamment dans les jambes quand sa mère préparait le dîner. Elle avait l'habitude de triturer le bout de son pull quand elle était inquiète, et un lapin en peluche favori sans lequel elle ne se couchait pas. C'était une vie ordinaire. Petit déjeuner de cornflakes, trajets à l'école, devoirs dans la cuisine, appels d'amis. Tout ressemblait exactement à ce que cela devait ressembler dans une maison de banlieue belge. Le 12 octobre 2007 devint le dernier jour de cette normalité. Le vendredi, à 16h30, le bus scolaire déposa Elisa à l'arrêt à 2 pâtés de maison de chez elle. Une voisine la vit traverser la route en courant et se diriger d'un pas rapide vers Kerkstraat. La fillette fit un signe de la main et disparut derrière la porte de sa maison. Ce fut la dernière fois qu'on la vit en dehors de la famille. Quelques heures plus tard, cette maison cesserait d'être ordinaire. Et le récit de la disparition se transformerait en premier maillon de la future enquête. Le matin du 13 octobre à Meerebeke était gris et frais. La petite ville vivait à son rythme habituel. Les gens se rendaient à la boulangerie pour du pain frais. Les voisins sortaient les poubelles au bord de la route. C'est là que la mère de la fillette, Annelies Verlinden, composa désespérément le numéro de la police. L'horloge indiquait 9h12. Sa voix tremblait. On y entendait des sanglots. Mais à travers les larmes, elle s'efforçait de parler clairement, comme si elle avait préparé ses mots à l'avance. Elle jouait dans la cour arrière hier soir. Je me suis distraite. Quand je l'ai appelée, elle n'était plus là. Ces phrases seront plus tard retranscrites, mot pour mot, dans le procès verbal. Une minute plus tard, Luc Peters, le beau-père, prit le combiné. Son discours était plus maîtrisé. Il assurait s'être immédiatement mis à chercher. J'ai vérifié la rue, j'ai regardé chez les voisins. J'ai fait le tour du parc. Elle n'est nulle part. Leurs versions coïncidaient, comme s'ils avaient répété le récit ensemble. Et c'est précisément cette histoire qui devint pour la police le point de départ. Bientôt, la première patrouille arriva à la maison. Les voisins regardaient par les fenêtres, voyaient là comment Annelies et Luc racontaient tout encore et encore. La fille jouait, la mère s'était distraite 1 minute, le portillon n'était pas fermé à clé. Tout semblait possible et terrible à la fois. Dans la ville tranquille, l'idée que quelqu'un ait pu emmener la fillette directement de la cour sonnait comme quelque chose d'étranger, mais c'est exactement ainsi que cela fut enregistré. Une disparition. À midi, les policiers établirent les avis de recherche. Ils y indiquèrent le signalement et le dernier endroit où Elisa avait été vue. Sur la place centrale, les bénévoles distribuaient déjà les premiers tracts. Une photo en noir et blanc avec son sourire se répandit rapidement dans la ville. Les gens les prenaient, les mettaient dans leurs poches, les collaient sur les poteaux. Le soir, dans la maison de Kerkstraat, régnait un silence pesant, troublé seulement par les sonneries du téléphone. Annelies et Luc recevaient des paroles de soutien et racontèrent du même coup la même histoire aux journalistes. Pour les téléspectateurs de l'autre côté de l'écran, ils ressemblaient à des parents terrassés par le chagrin. Et personne ne soupçonnait encore que derrière cette image se cachait tout autre chose. Ainsi, en quelques heures, une tragédie personnelle se transforma en enquête retentissante. La disparition d'Elisa devint une affaire officielle, et la version des parents, selon laquelle leur fille avait disparu de la cour, était maintenant la ligne de départ avec laquelle les enquêteurs commenceraient à vérifier chaque détail. Les recherches se déployèrent très rapidement. Dès le soir du 13 octobre, des dizaines de policiers, des bénévoles des villes voisines et des journalistes furent impliqués dans l'affaire. Pour la tranquille Meerebeke, c'était un événement d'ampleur inouïe. Des gens en gilets fluorescents ratissaient les champs, des chiens cherchèrent des traces. Un hélicoptère fut même déployé depuis les airs. Il semblait que disparaître ici était tout simplement impossible. Mais c'est précisément dans cette mobilisation générale que se cachait le principal paradoxe. Malgré l'ampleur des efforts, on ne trouva rien. Ni traces de chaussures, ni objets oubliés, ni témoins fortuits. Le vide.
comme si la fillette s'était évaporée juste après le portillon. Tous les voisins furent interrogés un par un. Quelqu'un se souvenait de son rire dans la journée, quelqu'un l'avait vu se balancer. Mais après le soir du 12 octobre, aucune mention. Comme si tout le quartier avait cessé de remarquer sa présence en un instant. Les jours de recherche s'étiraient dans un silence anxieux. La ville s'animait le soir, quand la télévision diffusait l'appel des parents. À l'image, Luc Peters regardait droit dans l'objectif et disait d'une voix sourde « Rendez-nous notre fille ». Ces mots étaient répétés aux informations, et les habitants de tout le pays écoutaient attentivement, compatissant avec eux. Mais derrière ce drame se cachait un détail que les enquêteurs eux-mêmes ne pouvaient ignorer. Avec un tel nombre de personnes, de matériel, de chiens et de vérifications, pas le moindre indice n'était apparu, ni caméra sur laquelle aurait pu apparaître la silhouette de la fillette, ni témoin ayant remarqué une voiture ou un passant. Ce vide devenait de plus en plus inquiétant. L'enquête semblait s'être heurtée à un mur de béton. Et c'est précisément cela qui força la police à prendre une décision qui changerait le cours de toute l'histoire. Retourner à l'endroit d'où tout avait commencé et l'examiner à nouveau, non plus avec les yeux des voisins, mais avec les yeux de ceux qui soupçonnent quand les jours de recherche ne donnèrent aucun résultat. Les enquêteurs firent ce qu'ils font toujours dans de tels cas. Si à l'extérieur il n'y a pas le moindre indice, alors il faut chercher à l'intérieur, dans l'entourage le plus proche. C'est une logique simple. Le plus souvent, les crimes sont commis par ceux qui se trouvent à proximité. Et là, l'attention tomba immédiatement sur une personne. Un voisin de la famille, Monsieur Dubois. Il avait 72 ans. Il vivait dans la maison d'en face depuis de nombreuses années déjà. Dans la petite ville, on le connaissait comme un vieil homme grognon. Il se plaignait régulièrement à la commune du bruit, se disputait avec les adolescents, exigeait que les enfants n'entrent pas sur son terrain. Avec Anne-Lise et son mari, il avait aussi des relations tendues à propos de la pelouse, à propos de la balançoire. Et Elisa, elle-même, avait plus d'une fois couru chez lui pour des pommes qui tombèrent de ses arbres. Ces petits conflits commencèrent soudain à paraître moins innocents. Les procès-verbaux mentionnent plusieurs plaintes officielles de Dubois contre la famille. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à un mobile potentiel, et dès le soir, on frappa à sa porte. L'interrogatoire eut lieu en présence d'un avocat. Le vieil homme ne niait pas. Oui, il se disputait effectivement avec les voisins. Oui, il n'aimait pas que la fillette court dans ses plates-bandes. Mais il assurait n'avoir aucun rapport avec sa disparition. De plus, il avait une explication de l'endroit où il se trouvait ce soir-là. Selon ses dires, il était allé au supermarché de la ville voisine. Là, il avait fait des achats, pain, lait, médicaments. À la caisse, les reçus étaient de chance conservés et les caméras de surveillance l'avaient alors filmé dans la salle. Pour la police, cela restait encore à vérifier, mais au premier regard, l'alibi semblait convaincant. Néanmoins, jusqu'à la confirmation des documents, c'est précisément M. Dubois qui devint le suspect officiel. Son nom était discuté par les voisins, sa photo apparaissait dans les bulletins. Sur fond du désespoir de la famille et des recherches d'envergure, la version du voisin grognon avec de vieilles rancunes semblait trop commode pour qu'on l'ignore. Ainsi, l'enquête fit son premier détour, s'éloignant de la maison et se concentrant sur un conflit extérieur. Mais cette piste ne tiendrait pas longtemps. La vérification de l'alibi ramènerait bientôt l'attention là d'où elle s'était si hâtivement éloignée. Quand l'enquête n'eut plus de versions extérieures, leur choix devint évident. Tout alibi se vérifie non par les mots, mais par le temps à l'écran. Si quelqu'un dit qu'il était loin, alors les heures, le reçu, le trajet jusqu'à la maison doivent coïncider. C'est un calcul simple et froid, et à ce moment, il concernait une personne, le voisin sur lequel tout le quartier chuchotait déjà, comme s'ils étaient tous fâchés contre lui depuis longtemps. Monsieur Dubois donnait des chiffres précis. Delays, vendredi, vers 19h. J'y suis entré pour du lait et du pain.
L'intervalle, 18h45 à 19h20. C'était précisément ces minutes où, selon Annelies, Elisa jouait dans la cour, puis on avait cessé de l'entendre. C'est-à-dire que si le vieil homme disait la vérité, physiquement, il ne pouvait pas se trouver près du portillon au bon moment. Et maintenant, il fallait non pas réfuter cela, le prouver. En premier lieu, ils demandèrent les archives du supermarché. En 2007, Deleuze maintenait déjà un réseau de caméras à la porte d'entrée, au-dessus des rayons de produits laitiers, aux caisses et dans la zone de distribution des caddies. Le manager téléchargea les enregistrements pour l'intervalle nécessaire. De lourdes boîtes avec des disques durs furent apportées directement au commissariat. Aucun romantisme. Seulement des codes temporels clignotants et une image qu'il fallait ralentir image par image. Sur l'allée d'entrée à 18h47, apparaît un homme en manteau beige et chapeau sombre à bord souple. Il marche sans se presser, tenant la porte avec l'épaule. Dans la main, un filet pliable, de ceux qu'on achetait autrefois au marché. Le visage tombe dans l'objectif pendant quelques secondes, et cela suffit. Sur les photos des voisins, il est reconnaissable sans question. Sur la caméra suivante, on voit comment il prend un petit caddie et se dirige vers les réfrigérateurs. Les secondes s'étirent en chiffres dans le coin de l'écran. 18h49. Il met dans le panier 1 litre de lait. 18h50 et 1. Il choisit une miche de pistolet avec l'inscription de boulangerie fraîche. 18h54. Il s'attarde au rayon d'hygiène, prend un paquet de lames jetables. Des clients fortuits passent à côté, créent une image vivante. Mais l'important, ce n'est pas eux. Ce qui compte, c'est le rythme. Dans aucun épisode, il ne disparaît de l'espace du magasin plus de quelques secondes. Il se déplace simplement d'un rayon à l'autre. À 19h09, il se trouve à la caisse numéro bleu. La caissière scanne les achats. La piste sonore fixe clairement l'impulsion pic. Chaque article est confirmé à l'écran. Le reçu est imprimé à 19h12. Sur le papier thermique reste le numéro de l'équipe, la caisse, le nom de l'opérateur et 4 articles. Lait, pain, lame, comprimé pour l'estomac. À côté, les 4 derniers chiffres de la carte de fidélité. Avec ce document, tout coïncide jusqu'au signe. Sortie, 19h15. La caméra à la porte saisit comment il serre contre sa poitrine le sac, ouvre son manteau. Dehors, il fait frais. Le ciel belge d'octobre, sans illusion. Il passe devant le support à Cadiz, s'arrête seulement quelques secondes pour ajuster son gant. Plus loin, le parking. Sur le plan général, on voit la silhouette monter dans sa vieille Renault, couleur asphalte mouillé, et sortir vers la route. Code temporel. 19h16 32 secondes. Même en imaginant l'incroyable et en le ramenant chez lui instantanément, les minutes ne coïncident pas. La physique ne le permettra pas. Ces images furent fort vérifiées sobrement. Ils comparèrent le reçu. Le numéro coïncidait avec l'enregistrement de la caisse. Ils vérifièrent que la carte de fidélité appartenait bien à Dubois. Formulaire à son nom, même date de naissance, même téléphone. Le vieil homme n'eut même pas besoin d'ouvrir son réfrigérateur domestique. Les emballages de lait et de pain, avec le même code barre, se trouvaient là où il les avait posés, et sur l'emballage était conservée l'heure de conditionnement. Soir du 12 octobre, quelqu'un voulait s'accrocher à un détail. Peut-être que ces 30 minutes n'étaient pas le bon intervalle, mais c'est précisément dans celui-ci que les derniers témoins avaient entendu de la musique du salon de la famille et des rires qui s'étaient ensuite interrompus. Tout se disposait en une seule ligne, au moment où, selon la version des parents, Elisa avait disparu. Le voisin se trouvait sous une dizaine de caméras et payait à la caisse. Son itinéraire était fixé, l'argent débité. Le vendeur se souvenait plus tard de l'acheteur au chapeau, car ils avaient échangé quelques mots sur le temps. Quand on raye une personne de la liste, il reste un arrière-goût de vide.
parce qu'avec elle, on efface aussi l'espoir d'une solution simple. Mais ici, l'enquête ne se permettait pas d'émotion. Ils mirent une marque sèche. Alibi confirmé, exclure du cercle des suspects. Le soir du même jour, se passa à établir un nouveau rapport sans le nom de Dubois. Et c'est là que le terrain se rétrécit brutalement. Il n'y avait plus de conflits extérieurs. Aucune voiture étrangère dans les rues n'avait pu être fixée. Aucune caméra sur le chemin de l'école ou à l'arrêt de bus n'avait saisi sa silhouette. Les groupes de bénévoles revenaient les mains vides. Et les cartes de recherche fermaient une fenêtre après l'autre. Il ne restait tout simplement plus d'options à l'extérieur. Alors ils décidèrent d'agir autrement. Ne pas chercher le mouvement vers l'extérieur, mais relancer l'histoire de l'intérieur. Non pas qui a emmené, mais que se passait-il dans la maison avant et après. L'équipe désigna 3 points d'intérêt. La cour arrière, le sous-sol et la chambre où les époux rangeaient le linge de lit. Le plan ressemblait à une routine habituelle. Vérifier les armoires, déplacer les commodes, mesurer les espaces, contrôler les odeurs. Mais c'est précisément cette banalité qui sauve souvent les affaires, car la vérité se cache non dans les trucs, mais dans les centimètres. La date de la nouvelle perquisition fut fixée rapidement. Matin du mardi 16 octobre. Ni communiqué de presse, ni déclaration retentissante, seulement un itinéraire soigneusement établi et une liste de tâches à chaque niveau de la maison. À ce moment, la ville était fatiguée de l'inconnu et les parents continuaient à jouer le rôle d'une famille qui avait perdu ce qu'elle avait de plus cher. Les enquêteurs s'y rendaient sans attente, mais avec la préparation de fixer le moindre détail qui avait échappé auparavant. Ainsi, la ligne avec le voisin se ferma officiellement, et le vide qu'elle laissa poussa l'enquête là où personne ne voulait regarder au départ, à l'intérieur, dans les pièces où tout semblait léché et calme. Maintenant, chaque pas, chaque inspiration dans ces murs aurait de l'importance, car la prochaine découverte était déjà cachée tout près, beaucoup plus près que quiconque était prêt à l'admettre. Avant le départ, le chef de groupe distribua des gants jetables et des surchaussures en papier. La maison ne devait pas être chargée de traces étrangères. Dans le carnet, ils notèrent des choses simples. Température dans les pièces, quelles fenêtres sont entrouvertes, que sent-on dans la cuisine. Des règles photos et des lampes de poche furent mises au-dessus du sac, à côté. Un petit miroir dentelé à longs manches, pratique pour regarder sous les meubles. Ils décidèrent même de ne pas prendre le chien tout de suite pour ne pas brouiller l'image initiale des odeurs. Tout devait commencer par une inspection silencieuse, presque domestique, celle-là même sur laquelle bute habituellement le mensonge, sur les détails qu'il est impossible de synchroniser. De ce pas commencerait la deuxième approche de l'enquête, et elle les mènerait à une découverte dont on ne pourrait plus se détourner. Quand la ligne avec le voisin s'effondra, toute l'attention se déplaça involontairement à l'intérieur de la famille elle-même. Maintenant, chaque geste, chaque mot d'Annelise et de Luc commençait à sonner différemment. Là où auparavant on voyait du chagrin, on commençait à remarquer l'étrangeté. Les parents recevaient les chercheurs chez eux comme si rien d'inhabituel ne se passait. Dans les rapports, les bénévoles se souvenaient qu'Annelise elle-même proposait du café et des biscuits, invitait à s'asseoir alors que sa fille était portée disparue. Cela semblait être de l'attention, mais dans le contexte d'une disparition, cela paraissait presque contre nature. Chez la plupart des mères, dans de tels moments, les mains tremblent, les mots se mélangent. Et ici, tout était trop soigné. Aux questions des policiers, ils répondaient de manière identique. Brièvement, avec retenue, sans détail. Comme s'ils répétaient le même texte. Elle jouait, je suis sorti, elle n'était plus là. Nous avons cherché, mais nous n'avons rien trouvé. Les mêmes phrases, encore et encore, sans ajout, sans effondrements émotionnels. C'est précisément ce comportement qui fit appel à un psychologue. Sa conclusion est conservée dans les dossiers de l'affaire. Les émotions démontrées ont un caractère appris et non spontané. En d'autres termes, le chagrin semblait répété.
Luc se distinguait particulièrement. Devant la caméra, il parlait fort, avec une détermination soulignée. « Rendez-nous notre fille ». Mais hors des objectifs, on le remarquait silencieux, détaché, comme s'il avait joué son rôle et s'était à nouveau plongé en lui-même. Les voisins, notant qu'il ne participait presque pas aux recherches dans la rue, restaient plus près de la maison, fumaient près du portillon et évitaient les conversations. Bien sûr, tout cela n'était pas une preuve directe. Les gens vivent le chagrin différemment et aucun expert ne pouvait dire « cela ne devrait pas être ainsi ». Mais c'est précisément de tels détails qui forcèrent les enquêteurs à changer d'état d'esprit. Si auparavant ils vérifiaient la maison formellement, maintenant ils planifiaient une perquisition répétée avec une attention particulière aux détails. Et dès le lendemain, cette détermination les mènerait à une découverte qui mettrait un point final aux espoirs d'une issue heureuse. Le 16 octobre, le matin commençait comme les 3 précédents. Dans la ville continuaient les recherches, les bénévoles collaient de nouveaux tracts, des appels répétés passaient à l'antenne. Mais pour le groupe d'enquêteurs, ce jour devait être différent. À 9h du matin, ils revinrent dans la maison, décidés à mener une perquisition déjà sans concession de politesse envers la famille victime. C'est précisément ici que commence le tournant. Quand l'officier Peters entra dans la chambre des parents, il nota non pas les meubles et l'ordre, mais l'odeur. D'abord, elle était à peine perceptible, presque dissoute dans l'air. Mais en se déplaçant vers le lit, elle devenait plus insistante. Dans le rapport, il écrira plus tard une ligne courte. L'odeur s'intensifiait près de la tête de lit et dans la partie basse de la pièce. Une personne ordinaire aurait pu attribuer cela au renfermé ou à l'humidité du linge, mais l'expérience suggérait autre chose. Il sortit une lampe, se pencha et commença à éclairer l'espace sous les meubles, poussière, bouts de papier, une paire de vieilles pantoufles et une silhouette sombre enveloppée dans du tissu. La couverture était vieille, avec des rayures jaunes et grises décolorées. Elle gisait en boule, mais la forme parlait d'elle-même. Le cœur de l'enquêteur, selon ses mots, battit plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il appela un collègue. Ensemble, ils tirèrent précautionneusement le paquet plus près. À ce moment, le silence régna dans la maison. Même ceux qui se trouvaient dans la cuisine se turent, saisissant le changement dans les voix des officiers. Quand ils déplièrent le tissu, tout devint définitivement clair. Là se trouvait Elisa. Pour l'enquête, ce fut un choc, mais le protocole exigeait des actions. Le commandant du groupe ordonna immédiatement d'arrêter Annelies et Luc. On ne leur donna même pas le temps d'échanger des mots. Les menottes claquèrent directement dans le salon. La maison fut scellée. Une voiture supplémentaire arriva près du portail. Dans la rue commencèrent à se rassembler les voisins, ne comprenant pas ce qui se passait. Les bénévoles qui seulement 1 heure auparavant entraient ici pour un café restaient pétrifiés. L'image s'effondrait sous leurs yeux. Du rôle de parents terrassés par le chagrin, Annelies et Luc se transformèrent instantanément en principaux suspects. À partir de ce moment, la campagne de recherche prit fin. Commence l'enquête sur ce qui s'était passé entre ces murs. Et chaque nouvelle découverte montrerait de plus en plus la tragédie était née non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la famille. Quand le paquet avec le corps d'Elisa fut transporté à la morgue, l'histoire d'émotionnel devint sèche et froide. Désormais, tout dépendait des experts. C'était précisément eux qui devaient répondre à la question principale. Que s'était-il réellement passé avec la fillette ? Le premier examen fut mené rapidement. Déjà dans le procès-verbal, ils annoncèrent que sur le corps, il n'y avait pas de traces de violence, ni contusion, ni fracture, ni lésions caractéristiques qu'on aurait pu associer à un enlèvement ou une agression. Cela détruisait immédiatement l'image que les parents avaient soutenue pendant plusieurs jours. Ensuite, les experts firent attention à autre chose. La peau avait une teinte marbrée et les organes internes montraient des changements typiques lors d'hypothermie.
Dans le rapport fut fixée la formulation « Cause de la mort, hypothermie ». La fillette n'était pas morte d'un coup, ni d'étouffement, mais de froid. Mais plus important encore fut le temps. Selon les données sur l'état des tissus, la mort était survenue environ 80 à 90 heures avant le moment de la découverte. Cela signifiait que la tragédie s'était produite le soir du 12 octobre, le même jour où la mère l'avait vue vivante pour la dernière fois. Les conclusions sonnaient comme un verdict pour la version de l'enlèvement. Dans la ville, il faisait alors froid, mais pas au point de mourir de froid dans la cour en quelques heures. L'expertise montra, cela s'était produit dans un espace fermé, sans mouvement, où la température restait basse plus longtemps que d'habitude. Ainsi apparut un paradoxe qu'on ne pouvait plus ignorer. Elisa n'avait pas disparu dans la rue. Personne ne l'avait emmenée de force. Elle était morte de froid dans les limites de la maison. Et maintenant, les questions aux parents changeaient. Non plus « Que savez-vous de sa disparition ?» mais « Comment votre fille est-elle morte, gelée sous votre toit ?» C'est précisément à partir de cette minute que les interrogatoires d'Annelise et de Luc deviennent la clé de la résolution de toute l'histoire. La conclusion de l'expertise sonna comme un coup froid. Elisa était morte de froid et elle était morte à la maison. Pour Annelise et Luc, cela signifiait une chose. Leur histoire de disparition s'effondrait sous leurs yeux. Mais dans les premières heures après l'arrestation, ils essayaient encore de s'accrocher à une autre version qui aurait pu au moins expliquer le corps trouvé. Lors de l'interrogatoire, leurs réponses sonnaient de manière synchrone, comme convenues à l'avance. Annelise répétait « Quelqu'un a dû pénétrer dans notre maison. Je n'ai rien entendu, rien vu. » Luc ajoutait « Nous ne l'avons pas cachée, c'est impossible. Quelqu'un l'a mise là pendant que nous n'étions pas là. » Il s'accrochait encore et encore à l'image d'un malfaiteur inconnu, comme à une dernière paille. Les enquêteurs fixaient chaque détail. À leurs yeux, une telle défense semblait désespérée. Car c'était précisément les parents qui avaient les premiers ouvert les portes à la police. C'était précisément eux qui auraient dû remarquer une intrusion étrangère. Mais ni dans leurs mots, ni dans leurs gestes, il n'y avait de conviction. Tout rappelait plutôt une tentative paniquée d'inventer au moins quelque chose. Les criminalistiques faisaient pendant ce temps leur travail. Ils examinèrent les fenêtres, vérifièrent les serrures, prirent des empreintes des encadrements de portes. Dans la conclusion, ils fixèrent sèchement. Aucune trace d'effraction trouvée. Pas de signe de pénétration. Même les portes de la cour arrière avaient des verrous intacts, de la poussière et des toiles d'araignée sur les cadres. Aucune personne étrangère n'était entrée ni sortie. Ce résultat mit un point final à la version de l'intrusion. Aucune tierce personne n'existait. Et avec cela, il ne resta à l'enquête que 2 personnes qui pouvaient savoir ce qui s'était réellement passé, la mère et le beau-père. Ainsi, leur rôle aux yeux de la société changea définitivement. Les parents de la victime d'hier devenaient à maintenant les seuls suspects. Et devant eux, les attendaient de longues heures d'interrogatoire dans lesquelles il n'y avait plus de place pour des phrases générales. Les enquêteurs s'intéressaient à la vérité, et seulement à elle. Après que la version de l'intrusion se soit définitivement effondrée, l'enquête n'avait plus de doute. La solution devait être cherchée à l'intérieur de la famille elle-même. Mais pour cela, il fallait comprendre qui était Luc Peters, en dehors du rôle de beau-père attentionné, tel que le connaissaient ceux qui le côtoyaient dans la vie quotidienne. Sur les écrans de télévision, il paraissait retenu et confiant. Ses phrases sonnaient comme si elles avaient été préparées à l'avance. « Nous avons perdu ce qui nous était le plus cher. Rendez-nous notre fille. » Mais hors des caméras, l'image était différente. Les enquêteurs commencèrent à rassembler les fragments de son passé, et graduellement de ces bribes se construisait un portrait inquiétant. La première étape fut l'école. L'institutrice d'Elisa se souvint d'un épisode. La fillette était venue une fois avec un bleu notable à l'avant-bras. À la question d'où il venait, Elisa répondit doucement
Je suis tombé de la balançoire. Elle détourna le regard et sembla avoir peur de continuer la conversation. L'institutrice avait alors décidé de ne pas faire d'histoire, car les enfants tombent souvent. Mais maintenant, cela paraissait différent. Dans le procès-verbal, elle avoua. Ces mots sonnaient forcés. C'était la première fois que je voyais de la peur en elle. Puis vint le tour de l'amie d'Annelise. La femme hésita longtemps, mais finit par raconter l'emportement de Luc. Il pouvait s'énerver pour un rien. Une fois, directement devant elle, pendant le dîner, il prit une assiette et la brisa contre le mur. Les éclats volèrent sur le sol. Annelise les ramassa silencieusement, comme si c'était dans l'ordre des choses. L'amie ajouta « J'ai compris qu'elle était habituée à ces explosions. Elle l'excusait toujours. Toujours. » Les voisins aussi donnaient des témoignages. Un homme dit que Luc se tenait souvent dans la cour avec une cigarette et jetait d'un air irrité les mégots par-dessus la clôture, sans faire attention au fait que là pouvaient jouer des enfants. Une autre voisine se souvenait de cris le soir. Elle ne distinguait pas les mots, mais les intonations étaient lourdes et rudes. Une fois, elle entendit un grand fracas, comme si quelque chose de lourd était tombé par terre. « J'ai pensé que c'était encore une dispute. Oh, mais j'ai décidé de ne pas m'en mêler, » dit-elle. Les collègues de l'entrepôt ajoutèrent leur touche. Luc était un bon chauffeur, mais son caractère, tous le connaissaient. Une fois, il claqua si fort la portière du camion que le rétroviseur se brisa. Une autre fois, il cria sur un stagiaire à cause de documents mélangés. Selon un collègue, il pouvait être normal, mais si quelque chose n'allait pas, il explosait tout de suite. Ces scènes ne semblaient pas criminelles, mais parlaient de son tempérament. Même la famille confirmait que Luc avait toujours été un homme difficile. Sa sœur se souvenait qu'adolescent, déjà il se battait à cause du football, avait battu un camarade de classe si fort que celui-ci avait dû recevoir des points de suture. L'affaire avait alors été étouffée. Plus tard, à 20 ans, il avait eu une première femme en concubinage. Leur union s'était rapidement terminée, et la cause, selon les connaissances, était précisément le caractère de Luc. Il s'emportait trop vite. Elle n'a pas supporté. Ces témoignages ne pouvaient pas être appelés preuves. Dans les documents médicaux d'Elisa, il n'y avait pas de traces de traumatisme sérieux. La police n'avait jamais été appelée chez eux. Aucune plainte officielle n'avait été déposée. Mais l'ensemble des détails composait l'image d'un homme emporté, ne sachant pas se contrôler. Et c'est précisément cette image que les enquêteurs commencèrent à utiliser comme instrument de pression. Lors des interrogatoires, les questions sonnaient durement. Pourquoi les voisins entendaient-ils des cris? Pourquoi l'institutrice voyait-elle des bleus? Pourquoi votre femme se tait-elle quand il s'agit de disputes? Il devenait de plus en plus difficile pour Luc d'éviter les réponses. Même si chaque histoire pouvait être expliquée séparément, ensemble elles dessinaient une image inquiétante. Pour Annelise, cette situation était douloureuse. Elle était assise à côté et entendait comment l'enquête détruisait pas à pas la façade protectrice de son mari. Elle comprenait que la vérité ferait bientôt surface et son propre silence ne faisait que la rendre plus complice. Sous les yeux des enquêteurs, il devenait clair. Entre les époux grandissait une tension et elle pouvait mener à un moment décisif. Ainsi, graduellement, l'enquête écartait les versions superflues et s'approchait de l'essentiel. Il n'y avait pas encore de preuves directes, mais la police avait entre les mains le portrait d'un homme qui ne savait pas se contrôler. Et c'est précisément à travers ce portrait qu'il se préparait à faire l'étape décisive, confronter mari et femme face à face, pour les forcer à dire la vérité. Les interrogatoires commencèrent immédiatement après que tous les témoignages indirects eurent été rassemblés. Les enquêteurs comprenaient. Maintenant, ils avaient assez d'arguments pour détruire l'image construite par les parents de l'enlèvement. Il ne restait qu'à utiliser correctement ces arguments. Habituellement, dans de tels cas, on sépare les époux. Ce n'est pas une formalité, mais une tactique éprouvée. Isolés l'un de l'autre, ils perdent la possibilité de vérifier leurs mots et toute incohérence devient un instrument de pression. Ainsi, ici aussi, Luc fut emmené dans une pièce,
Annelies fut assise dans une autre. À Luc, ils présentèrent immédiatement la conclusion des experts. Cause de la mort, hypothermie. Sonna froidement et clairement. L'enquêteur posa sur la table l'impression du procès-verbal où l'heure de la mort était indiquée. Soir du 12 octobre, presque immédiatement après qu'Elisa eût été vue vivante pour la dernière fois. Ce n'est pas un enlèvement. Cela s'est passé dans votre maison. Expliquez comment un enfant a pu mourir gelé sous votre toit. Luc se taisait. Il ne réfutait pas, mais ne confirmait pas non plus. Il serra seulement les poings et se tourna vers le mur. Avec Annelies, il travaillait différemment. On lui dit immédiatement « Votre mari se tait, mais toutes les preuves l'accusent. Si vous continuez à cacher, la faute retombera aussi sur vous. » L'enquêteur parlait calmement, sans crier, mais chaque mot sonnait comme un verdict. Sur la table furent imposées les photos de la chambre où le corps avait été trouvé et les enregistrements des procès-verbaux des voisins. La pression psychologique s'intensifiait. L'institutrice a vu un bleu. Les voisins ont entendu des disputes. Vous savez vous-même quel était votre mari. Annelies restait immobile, mais d'après ses gestes, on voyait. Elle se déchirait. Elle tripotait le bord d'une serviette avec ses doigts, puis croisa les mains, comme si elle priait. Pendant ce temps, avec Luc, on continuait à parler durement. On lui montra les photos de la couverture dans laquelle Elisa avait été enveloppée. « Cela vient de votre sous-sol. Les fibres coïncident. Vous comprenez que nous connaissons la vérité ?» Il se taisait, mais son visage rougissait de plus en plus. La respiration devenait lourde. Le point culminant arriva dans la pièce d'Annelies. On lui répéta « Luc ne vous protège pas. Il se tait. Et le silence, c'est un aveu. Mais vous pouvez expliquer que c'était un accident. Et alors votre rôle sera différent. » Cette phrase devint le déclencheur. Dans le procès-verbal est conservé son aveu. D'une voix calme, après une longue pause, elle dit « C'était un accident. Il ne voulait pas. » Ces mots sonnèrent comme une rupture. Pour la première fois de toute l'enquête, apparaissait une version qui pouvait expliquer la mort d'Elisa à l'intérieur de la famille. Et c'est précisément à partir de ce moment que l'enquête passe au plus essentiel. Comment exactement tout s'était passé ce soir-là? Les experts commencèrent par le tissu. Les fibres de la couverture dans laquelle le paquet avait été enveloppé coïncidaient avec les échantillons de la boîte du sous-sol avec le vieux linge. Même coton de torsion moyenne, même rayure jaune-grise, structure identique de cassure sous polarisation. Sur les deux échantillons furent trouvés de minuscules défauts de production. La signature d'une seule machine. La formulation dans le rapport sonnait simplement « Identité par l'ensemble des signes, probabilité de coïncidence fortuite négligemment petite ». En d'autres termes, la couverture avait été prise précisément du sous-sol. Ensuite, la poussière, qui trahit toujours le local. Sur le tissu furent découvertes des microparticules de chaux, de rouille et de graisse, un ensemble caractéristique du coin éloigné du sous-sol où se trouvait cette même boîte. La même poussière gisait sur l'étagère du bas et sur le vieux matelas caché à côté, au cas où. Sur le palier fut trouvé un fil de la même couleur accroché à l'appui de fenêtre. Quelqu'un portait le paquet en haut et avait laissé cette trace minuscule. Les empreintes furent décisives. Sur la face intérieure de la porte du sous-sol, à la hauteur d'une paume d'enfant, une chaîne de lignes nettes d'Elisa. Elle s'étirait vers le loquet, comme si elle essayait de s'accrocher et de sortir. La vérification avec sa fiche étalon donna une coïncidence complète. Un peu plus haut, une large paume d'adulte. D'après le dessin des lignes papillaires et la disposition des plis, ils identifièrent Luc. Ces traces montraient non pas une lutte, mais une fermeture ordinaire de la porte de l'intérieur par une main adulte. La note de température ajouta le contexte. Dans un tel sous-sol avec la porte fermée, la température se maintient en dessous de celle de la pièce.
l'humidité est élevée, la chaleur s'en va rapidement. Lors d'immobilité et de vêtements légers, l'hypothermie survient beaucoup plus vite que dans une pièce d'habitation. Cela coïncidait avec la conclusion des experts médico-légaux sur la cause de la mort et le temps supposé, soir du 12 octobre. Toutes les données furent présentées aux époux séparément. Devant Annelies furent posées les photos des empreintes sur la porte, le gros plan du fil sur l'appui de fenêtre, le tableau sur les fibres. Elle se tut longtemps et se couvrit le visage avec les paumes. À Luc furent montrés les mêmes matériaux point par point, tissus, sa maison, poussière, leur sous-sol, empreintes, sa paume près de celle de l'enfant. Il repoussa les photos, mais il n'y avait rien à objecter sur le fond. À partir de ce moment, la version intrusion cessa d'exister même au niveau des suppositions. Les preuves physiques liaient le sous-sol et la chambre par une ligne directe. La couverture prise en bas, le paquet transporté en haut, les traces restées à chaque étape. Ce n'étaient plus les mots de quelqu'un, mais un chemin matériel qu'il était impossible de réécrire après coup. Ainsi apparut ce fondement même qui manquait à l'aveu d'Annelies. L'enquête n'avait plus la question « où ?» restait la question « comment cela s'était passé minute par minute ? Qui avait fermé la porte ? Combien de temps la fillette avait passé en bas ? À quel moment avait été prise la décision de cacher le paquet sous le lit ? » À ces points répondrait la partie suivante. La reconstitution du soir du 12 octobre, avec une analyse minute par minute des itinéraires dans la maison et des points où le choix aurait pu être différent. Quand les données de laboratoire détruisirent définitivement leur défense, Annelies n'eut plus ni force ni mots pour de nouvelles justifications. Ce qu'elle avait essayé de cacher 4 jours éclata au grand jour. Ce fut ce moment même où sa protection s'effondra et la vérité sonna pour la première fois sans masque. Elle commença par le détail qui fut la cause de la tragédie. Le soir du 12 octobre, Elisa jouait dans le salon et toucha accidentellement une étagère. Un vase en tomba, cher, offert pour le mariage. Les éclats se dispersèrent sur le sol. Luc, selon ses dires, explosa instantanément. Son cri ébranla les murs et la fillette se serra contre sa mère. Mais au lieu de se calmer, il la saisit par la main et l'entraîna en bas, vers le sous-sol. « Qu'elle reste assise et réfléchisse », lança-t-il en claquant la lourde porte. Annelies entendait comme sa fille pleurait et appelait, mais Luc était inflexible. Il s'assit devant la télévision, alluma un match de football et se versa une bière. Les minutes s'écoulaient, se transformant en heures. Annelies essayait de lui rappeler le sous-sol, mais il fit un geste de la main. « Dans 1 heure, je la ferai sortir. » Plus de 3 heures passèrent. Quand Luc descendit enfin et ouvrit la porte, dans le sous-sol régnait déjà le silence. Elisa gisait sur le sol, froide et immobile. La panique les saisit tous les deux à la fois. Annelies suppliait d'appeler l'ambulance, mais Luc dit que tout était fini et que maintenant leur vie était détruite. Il insista. Ils devaient faire semblant que c'était un enlèvement. Dans la nuit, ils transportèrent le corps en haut, l'enveloppèrent dans la vieille couverture du sous-sol et le cachèrent sous le lit conjugal. Le matin, Annelies appela la police et prononça les mots appris. Elle jouait dans la cour. Je me suis distraite. Elle n'était plus là. Ainsi naquit la légende de l'enlèvement qui tint exactement 4 jours. Maintenant, son aveu révélait ce qui s'était réellement passé. Les enquêteurs fixèrent chaque détail. Il restait devant eux le dernier point, vérifier ces mots et les confronter aux preuves. C'est précisément cela qui devait mettre le point final à la version de la famille. Après l'aveu d'Annelies, il resta à l'enquête un dernier vide. Comment exactement les époux cachaient ce qui s'était passé dans la maison? L'histoire de l'accident expliquait la cause, mais ne montrait pas tout le cauchemar dans les détails. Et c'était précisément ces détails qui rendaient l'image définitive. Nuit du 13 octobre. Dans la maison, c'est silencieux. Seul le son de la télévision résonne encore dans le salon.
Luc et Annelies descendent au sous-sol. Ils portent une vieille couverture rayée. Elle tient une lampe dans les mains. En bas sur le sol, gît leur fille. Dans la panique, ils agissent rapidement. Enveloppent le corps dans le tissu, serrent les nœuds pour que rien ne se voie. Aucun mot, seulement des mouvements rapides. Respiration saccadée. Pas qui résonnent sur les marches de béton. Ils remontent le paquet. Dans la maison, c'est sombre, les voisins dorment. Sur le palier s'accroche un fil, tombe de la poussière. Cela, les experts le trouveront plus tard et l'indiqueront comme preuve clé. Mais à ce moment, ils ne pensent qu'à cacher. La porte de la chambre est entr'ouverte, et c'est là qu'ils entrent, comme si on pouvait y déposer le plus terrible secret. Ils cachent la couverture sous le lit. La fente basse, où d'habitude on pousse des boîtes ou de vieilles chaussures, devient l'endroit pour le paquet. Tout s'est caché. Ils se couchent sur ce même lit, et la nuit continue. Matin. Annelies compose le numéro de la police. La voix tremble, mais les mots sont appris. Elle jouait dans la cour. Je me suis distraite. Elle n'était plus là. Luc à côté, acquiesce, répète l'histoire aux voisins. Commençant les recherches. À ce moment dans la maison, il n'y a déjà plus la fillette, mais dans la chambre tout le temps, à 1 mètre de leurs oreillers, gît la couverture. Les jours passaient de manière identique. Le jour, recherche. La nuit, silence de la chambre. Ils boivent du café dans la cuisine, font entrer les bénévoles, reçoivent les journalistes, montrent des photos. Et la nuit, ils retournent dans la chambre et s'endorment là même où est caché le paquet. Chaque pas, chaque phrase en public, c'est un masque. L'enquête reconstitua ce mécanisme presque minute par minute. Nuit, transport, matin, appel, jour, recherche, soir, mise en scène du chagrin. Maintenant, l'enquête avait non seulement la cause et le mobile, mais aussi la reconstitution complète de comment la tragédie se transformait en spectacle. Quand l'enquête se termina, l'histoire passa là où se mettent les points, dans la salle d'audience. Sur le banc étaient assis 2 personnes qui représentaient autrefois une famille, et maintenant, les prévenus d'une affaire retentissante. Le silence était tel qu'on entendait le juge tourner les pages. Tous attendèrent le dernier mot qui traduirait la tragédie dans le langage de la loi. L'accusateur se leva et lut la qualification. À Luc Peters fut présenté un acte d'accusation pour homicide par négligence avec circonstances aggravantes, abandon sans secours en état de danger, ayant entraîné la mort. Annelies Verlinden fut reconnue coupable de dissimulation de crime et d'induction de la police en erreur. Le procureur parlait d'une voix sèche, mais chaque mot sonnait comme s'il était gravé dans la pierre. Puis vint le tour des avocats. Luc était assis tête baissée. Son défenseur essayait d'atténuer la faute, appelant ce qui s'était passé « erreur fatale » éco-dérapage. Annelies se tenait plus silencieusement. Son avocat insistait sur le fait qu'elle avait agi sous la pression de son mari et dans la peur de tout perdre. Mais les preuves rassemblées par l'enquête parlaient au déjà plus fort que tous les mots. Quand le juge se leva, la salle retint son souffle. La décision sonna brièvement et durement. Luc Peters est condamné à 18 ans de privation de liberté. Annelies Verlinden à 5 ans de prison avec sursis pour dissimulation de crime. Ces mots devinrent le final d'une histoire qui avait commencé par la recherche d'une fillette disparue et s'était terminée par la révélation à l'intérieur de la maison. Mais pour les enquêteurs restait encore une couche. La question non pas de la loi, mais de comment les gens sont capables de vivre 4 jours, dormant à quelques centimètres de ce qu'ils essayèrent de cacher. Après le verdict, l'affaire ne disparut pas de la mémoire de la ville. Elle ne pouvait pas disparaître. Trop de choses liaient les gens à cette maison et cette famille. Mais l'histoire sortit des limites des procès-verbaux judiciaires et continua à vivre plus loin, déjà comme une cicatrice. Luc Peters fut transféré dans une prison de régime strict.
Les premières années, il essaya de faire appel du verdict, mais sans succès. Maintenant, il reste derrière les barreaux, et devant lui, il y a encore de longues années. Son nom dans la petite ville n'est plus prononcé à voix haute. Les voisins préfèrent dire « lui » ou simplement se taire. Annelies Verlinden, après le sursis, changea de nom. Elle quitta Meerbeke et déménagea chez des parents dans une autre région. Personne ne sait exactement de quoi elle vit maintenant. Ceux qui se souviennent d'elle décrivent une femme brisée, au regard constamment baissé. La maison où tout s'était passé resta longtemps vide. Elle ne fut vendue qu'au bout de plusieurs années. Le nouveau propriétaire fit une rénovation complète, reconstruisit les chambres, remplaça l'escalier et coula entièrement le sous-sol avec du béton. Pour les voisins, cela devint le symbole qu'on pouvait au moins enterrer le passé d'une manière ou d'une autre. Mais ils contournent quand même cette maison en silence, sans s'attarder du regard. Et pourtant une circonstance resta comme une ombre dans l'affaire. Personne ne put établir jusqu'au bout combien de temps exactement Elisa avait passé dans le sous-sol avant la mort. Selon certains témoignages, c'était quelques heures, selon d'autres, presque une journée entière. Les divergences entre les mots des parents ne purent jamais être éliminées. L'expertise n'établit qu'une fourchette approximative, mais le temps exact resta hors des limites de la vérité. Ainsi vit cette histoire, avec le verdict, avec la punition, avec la maison détruite et avec une question sans réponse. Une question qui ne donnera pas de point final et qui la rend encore plus terrible.